Bonjour. Je discutais cet été avec un ami qui avait été en voyage à Amsterdam et il avait été très déçu. Il me dit il n'y a pas grand-chose à voir en matière d'art. Alors je parle de différentes œuvres, et entre autres La Ronde de Nuit de Rembrandt. Et là il me répond ah oui mais ça c'est de l'art traditionnel. Moi ce qui m'intéresse c'est l'art contemporain. J'étais un peu surpris. Bon, ma propre découverte de l'art s'est faite avec des œuvres du XXe siècle, mais après j'ai croisé des œuvres de toute époque, toute civilisation. Et le critère, je suis tout à fait conscient qu'elles sont diverses, mais par contre le critère chronologique n'a à mes yeux aucun intérêt pour les juger. Au final, ça m'a amené à me poser la question, mais est-ce que la tradition a encore sa place dans l'art aujourd'hui? Alors ce que j'entends par tradition, c'est un cadre à la fois de pratique, transmission d'un savoir et de valeur. La tradition, ce n'est pas nécessairement quelque chose de figé. Au contraire, les traditions sont souvent enrichies par des innovations successives qui les intègrent. Et par exemple, la peinture à l'huile qui est apparue en Occident au XVe siècle a été à la fois une véritable révolution par rapport à la technique, ce qu'elle permettait, a été très largement adoptée par les artistes, et c'est aussi parce qu'elle a été adoptée que c'était une innovation. Si personne n'avait utilisé, ce serait resté, on va dire, une invention dans son coin. Et surtout, elle a permis des créations telles que la Ronde de Nuit de Rembrandt. Voilà. Là, nous avons une statue grecque du 5e siècle avant Jésus-Christ, le discobole. C'est l'œuvre d'un statuaire au Miron qui s'inscrivait dans une grande tradition d'un statuaire en bronze dans la Grèce antique et qui a apporté à l'art de son temps un traitement assez réaliste de la surface du corps, mais également un très savant dosage entre la notion d'équilibre et de mouvement. Mais Miron, à cette époque-là, qui était un homme reconnu, riche, honoré, n'était qu'un artisan. Parce qu'en fait, à l'époque, dans la Grèce antique, au 5e siècle, la notion d'art n'existait pas. On utilisait simplement le terme en fait, de techné, qui désignait aussi bien des productions telles que celle-ci, mais toutes les réalisations liées à l'artisanat, quel qu'il soit. Donc, Miron était simplement un artisan reconnu pour la grande qualité de ses créations, mais rien de plus. Cette situation elle perdure dans l'Antiquité, dans le monde romain, et également à la période médiévale. Et par exemple, Enguerrand Carton, qui a réalisé cette Pietà au XVe siècle, était lui encore un exécutant, dans le sens où on lui demandait de réaliser le savoir-faire technique qu'il connaissait, sa connaissance de la composition d'une œuvre, mais par contre, un commanditaire lui disait précisément ce qu'il voulait voir, et même l'ordonnancement général. Cette situation où ce qu'on appelle aujourd'hui un artiste, et entre guillemets, du moins à son époque, un artisan, se retrouve même encore au début de la Renaissance, où un écrivain, l'auteur d'un ouvrage, Cellino Cellini, qui a écrit un ouvrage sur le livre de l'art, décrit comment on devient un peintre, explique qu'en fait, il y a en gros 13 années à passer à apprendre dans l'atelier avant d'avoir le droit de commencer à peindre un détail secondaire sur la toile du maître. Par contre, 100 ans plus tard, en 1550, Giorgio Vasari, qui était à la fois un peintre, mais également écrit aussi un des premiers historiens d'art, entre guillemets, il a écrit un livre sur les plus illustres peintres, sculpteurs et architectes de son temps. Et dans cet ouvrage, il signale une rupture avec 3 peintres très connus pour nous, Léonard de Vinci, Raphaël et Michel-Ange. Il signale que là, ce qu'ont fait ces artistes par rapport à tout ce qui s'était fait avant, c'est qu'ils ont réussi à exprimer leur génie et à montrer leur puissance. Ils n'étaient plus simplement au service d'une finalité extérieure, on va dire. Bon, c'est une vision, là je vous fais une synthèse très à la hache, entre guillemets. Il y a des nuances. Et pour autant, la tradition était encore, entre guillemets, intacte. C'est parce qu'ils avaient une maîtrise technique, on va dire, presque supérieure aux autres, qu'ils avaient hérité finalement toute une tradition, qu'ils pouvaient se permettre, entre guillemets, cette liberté qu'ils avaient eue. Et au final, dans les siècles suivants, tout l'aspect traditionnel, avec les innovations
les évolutions dans le cours, finalement perdurent, avec quand même comme dominante le fait que la plupart des œuvres qui sont créées pour servir une finalité qui, on va dire, est extérieure à l'art, pour faire simple. On va peindre pour glorifier Dieu, glorifier un puissant, pour multiples raisons. Et alors on dit, là encore c'est l'histoire à la hache, que dans la seconde moitié du XIXe siècle, des peintres auraient apporté une évolution décisive. Par exemple, des gens comme Manet ont choisi de représenter des sujets qui étaient, pour leur époque, extrêmement vulgaires, la femme étant une prostituée, enfin, voilà. Et pourquoi est-ce qu'il fait ce choix? C'est en fait pour montrer que ce qui est intéressant dans sa pratique, c'est pas ce qu'il représentait, ce qu'il montre, mais en fait la manière dont il l'a représenté. En gros, naît ce qu'on appelle l'art pour l'art, et qui est plus une théorie qu'une pratique, je pense, mais qui perdure même dans le XXe siècle, jusqu'aux années 60. Il y a un critique américain, Clement Greenberg, qui théorise la chose de façon très forte, et qui signale d'ailleurs qu'en fait le problème n'est pas de remettre en cause la tradition de la peinture, mais au contraire de se recentrer sur ce qui fait vraiment que de la peinture et de la peinture. Je vous épargne la théorie. Par contre, un petit peu plus tard, au début du XXe siècle, il y a un morceau de porcelaine blanche qui va mettre un petit peu le bazar et qui va faire un véritable croche-pied à la tradition. En 1917, Marcel Duchamp expose cette œuvre qu'il intitule Fontaine au sein d'un salon d'artistes aux États-Unis. Artistes indépendants, mais quand même, il ne faut pas exagérer. Et ce qui pose problème, c'est finalement pas tellement qu'il y a un urinoir au milieu d'une exposition d'art, mais qu'en fait ce soit simplement un produit manufacturé qu'il a acheté et disposé ici. Ça veut dire que là, il n'y a même plus besoin de savoir peindre, d'avoir appris quelque chose pour faire de l'art. Alors, pareil, cette œuvre, elle aurait été vue qu'une fois, elle serait tombée aux oubliettes, ce serait une invention, un gag, mais il se trouve que dans toute l'histoire du XXe siècle, elle a eu une influence très forte. Elle est citée des centaines de fois, il y a des milliers de lignes, voire de livres qui ont été écrits à ce sujet. Et donc, elle a vraiment apporté une innovation, mais qui cette fois a vraiment, on va dire, balayé en grande partie la tradition. Et aujourd'hui, vous avez actuellement une exposition à Beaubourg d'un artiste qui s'appelle Pierre Big, qui propose, parmi d'autres, une œuvre qui s'appelle, je crois, Spider. Et la description matérielle de l'œuvre est très simple: angle de mur, araignée vivante. Et effectivement, c'est ce qu'on va y voir. Et ce qui intéresse l'artiste en créant ce genre d'œuvre, c'est qu'en fait, il introduit quelque chose de totalement incontrôlable dans son œuvre. On pourrait dire quand même que Marcel Duchamp, il avait au moins fait l'effort de disposer de l'urinoir. Mais là, c'est carrément les araignées qui font le boulot. Rien de plus. Parallèle à cette évolution de l'art, il y en a une autre qui est en fait l'extension du domaine de tout ce qu'on va appeler art. Aujourd'hui, ce que vous voyez, la peinture paléolithique qui vient de Lascaux en haut, qui a 17 000 ans, à droite la terre cuite, qui créée dans la civilisation Nok entre moins 600 plus 300, c'est pas trop au Nigeria, ont autant leur place que le portrait équestre du Titien, donc 1548, ou une botte d'asperges de Manet. D'un point de vue pratique, ça me pose pas vraiment de soucis en fait. Mais d'un point de vue théorique, la question quand même qui m'arrive de me poser, c'est qu'est-ce qui va faire le lien entre c'est un mégalocéros du paléolithique et l'urinoir de Marcel Duchamp. À mon avis, la seule chose qui peut les relier vraiment, c'est en fait la tradition. Bon, je ne parle plus de la tradition, celle des créateurs, avec un apprentissage, mais en fait je parle d'une autre tradition qui est celle des spectateurs. On peut se dire, à première vue, bon, le spectateur c'est quelqu'un de passif, il enregistre ce qu'il voit, ce qu'il vient faire là-dedans. Je vais faire un petit détour, là encore très sommaire et à la hache, par la vision. Vous voyez ici les petits cercles blancs
sur une image, une peinture, ça représente en fait ce que notre œil est capable de voir de net en une seule fois. En fait, notre angle de vue net est extrêmement réduit. Et donc, lorsqu'on regarde quelque chose, l'œil se déplace. Là, j'ai inventé, se déplace. Et l'œil ne reçoit pas, bien sûr, une information comme quoi c'est une tête. Il reçoit des signaux, il y a de l'ombre, de la lumière, des mouvements, une inclinaison. Et là, il y a un ensemble de processus dans le cerveau où des groupes de neurones vont d'abord faire un traitement qu'on dit de bas niveau. Enfin, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est de l'ombre, de la lumière? Après, recomposer des formes. Et en même temps qu'elles recomposent ces formes, vont s'interconnecter avec les formes qui sont déjà en mémoire pour nous permettre d'aller plus vite et de comprendre très rapidement en fait de quoi il est question. Et tout ça, ça nous donne, on va dire, la perception qui nous semble naturelle, qui est en fait une sorte de perception enrichie. Voilà. Ça veut dire qu'en fait, on n'a même pas besoin d'avoir vu tous les détails, tous les éléments qui figurent dans cette toile pour avoir compris ce que c'est. C'est ce qui nous permet de rouler à 130 à l'heure sur l'autoroute. Voilà, on n'a pas besoin de tout avoir vu pour comprendre à peu près où on va et ce qui se passe. On interprète. Je vais prendre un exemple encore beaucoup plus simple. Un ami qui enseigne, qui est enseignant dans une école d'art, fait tous les ans le même exercice avec ses élèves. Il leur présente un cube dont ils peuvent voir deux faces. Alors le cube, dans la réalité, est un cube en 3 dimensions, enfin en volume. Et il leur demande de le regarder et de ne dessiner que ce qu'ils voient. Je pense qu'on pourrait faire l'exemple dans le test dans la salle et on aurait un résultat similaire à celui qu'il obtient à chaque fois. Un groupe d'élèves a représenté effectivement un cube avec deux faces, mais il y a toujours un ensemble qui a représenté le cube que vous voyez à votre droite avec 3 faces. Ça veut dire que même sur la vision d'un objet qu'on peut considérer comme basique, certaines personnes, et je pense que ça peut tous nous arriver dans des circonstances différentes, voient plus que ce qu'ils ont vu. Ce qui veut dire que déjà la posture de dire bon, le spectateur ne fait que regarder et enregistrer des informations, déjà, et va beaucoup plus loin. Ensuite, on pourrait, je prends un exemple d'un autre domaine, mais parler par exemple du fameux exemple de l'étiquette du vin. Si on met dans une bouteille d'un prestigieux grand cru un vin ordinaire, on l'appréciera beaucoup plus. Le problème, c'est pas en fait parce qu'on va se dire ok, on va présenter un Pétrus, il faut que je vous dise qu'il est bon. Non, réellement, on aura pris plus de plaisir. Il y a eu des études qui ont été faites en laboratoire, on a soumis les sujets, un groupe goûtait le faux Château Pétrus, l'autre le vrai, et on a regardé ce qui se passait dans leur cerveau en faisant une IRM, et on s'est rendu compte que ceux qui buvaient tous le même vin, que ceux qui buvaient celui avec l'étiquette Château Pétrus ou autre, ressentaient physiquement en eux un plaisir beaucoup plus intense. C'est-à-dire que les zones d'activation du plaisir dans le cerveau étaient activées de façon démesurée par rapport à l'autre. Là encore, en fonction de l'idée qu'on peut avoir de ce qu'on va regarder, on peut voir les conséquences que ça peut avoir, surtout si après on passe sur des objets plus complexes, tels que des œuvres d'art. Là, nous sommes dans la grotte d'Altamira en Espagne, moins 13 000, moins 15 000, enfin, moins 13 000 et 15 000 ans. Et en fait, 2 enfants se sont donné rendez-vous dans la grotte. Il y en a un qui est arrivé un petit peu avant l'autre, et il s'est amusé à dessiner une tête d'animal sur le mur. Quand le second enfant est arrivé, il avait sa petite, c'était pas une torche, mais sa lampe, elle illuminait l'animal. L'autre, voyant cette tête d'animal, a eu peur. C'était une énorme farce, d'accord, et on ne va quand même pas considérer que c'est de l'art. Je vais maintenant vous raconter une autre histoire. Toujours il y a 15 000 ans, dans la grotte d'Altamira, le célèbre maître de la peinture paléolithique est arrivé. Il a regardé attentivement les lieux. Il a choisi un morceau de rocher où il y avait déjà des reliefs. Et grâce à sa longue expérience qu'il avait acquis par 30 années de métier, a réalisé avec une économie de moyens qui est extraordinaire, on peut le constater, cette réalisation qui est un chef-d'œuvre de l'art paléolithique. En fonction de l'histoire que vous aurez choisie, cette photo, enfin du moins l'objet qui est représenté, sera ou non dans l'histoire de l'art. Et il rejoindra peut-être
le célèbre plafond avec les bisons de cette grotte d'Altamira. Et on peut se dire que ce que l'on a vu précédemment, s'il n'y avait pas ce plafond, n'aurait peut-être même jamais été pris en photo et encore moins publié. Je vais revenons un petit peu à ce que je vous disais précédemment. Ce qui unifie entre guillemets tous ces objets qu'on considère aujourd'hui comme art, c'est les spectateurs. Et pourquoi je vous disais que c'est une tradition? C'est une tradition parce que finalement c'est une construction collective qui se fait dans le temps, où chacun de ceux qui acceptent d'influencer la tradition amène sa pièce, amène ses intentions. Et parmi les fameux spectateurs qui vont influer cette tradition qui fait qu'on a aujourd'hui un art très large, il y a bien sûr les artistes, les conservateurs, les commissaires, les galeristes, les amateurs et tous ceux qui y contribuent. Et au final, ce qui me fascine, c'est que de se dire qu'aujourd'hui, on ne peut absolument pas prévoir ce que sera l'art demain. À la fois parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va être créé, qu'est-ce que vont nous produire les artistes, qu'est-ce que va faire Benoît Botex dans une semaine. On n'a aucune idée. Mais aussi parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui sera considéré un peu après nous comme de l'art. Peut-être qu'il ne restera que l'art contemporain. Tout le reste aura été évacué. Enfin, l'autre chose que je trouve également fascinante, c'est que finalement, chacun, même sans être artiste, peut contribuer à cette construction collective de ce qu'est l'art, pour nous, à une seule condition, partager sa vision. Merci.